Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Et soyez les bienvenus dans l'émission Demain la santé, où nous explorons avec nos invités la composante sanitaire de nos quotidiens et de nos mondes urbains anthropocènes. Alors il y a presque un mois, en conférence de presse, le 16 janvier plus particulièrement, le président de la République, Emmanuel Macron, disait ces mots. La natalité baisse parce que l'infertilité progresse. Je parle là d'une forme de tabou du siècle. Les mœurs changent, on fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Alors évidemment, ce discours perçu comme nataliste, teinté d'un champ lexical militaire, a suscité de vives réactions dans le champ politique comme scientifique. Malgré tout, il y a bien une dimension du discours qui fait consensus, c'est l'augmentation de l'infertilité, un phénomène qui touche aujourd'hui plus de 3,3 millions de personnes en France. Alors afin de comprendre les diverses causes et dessiner des pistes concrètes pour combattre ce problème de santé publique, je reçois aujourd'hui Samir Hamama. Bonjour Samir Hamama. Bonjour. Alors vous êtes professeur de médecine et de biologie de la reproduction à la faculté de médecine de Montpellier et au CHU de Montpellier. Vous avez notamment coécrit pour le ministère de la Santé le rapport sur les causes de l'infertilité vers une stratégie nationale de lutte contre l'infertilité en 2022. Eh bien, on peut penser que vous êtes à la source de cette prise de parole d'Emmanuel Macron avec la publication une année avant de votre rapport. Alors j'imagine que c'est quelque chose pour vous de positif de voir que l'infertilité devient un problème de santé publique majeur. Je pense que c'est un problème majeur de santé publique car un couple sur 4 en âge de procréer a besoin d'une aide médicale pour réaliser son projet parental. Et lorsqu'une femme a 35 ans, il a une chance sur 3 d'avoir besoin d'une aide médicale. Et lorsqu'une femme a 40 ans, il a une chance sur 2 d'avoir besoin d'une aide médicale. Autrement dit, oui, l'infertilité, c'est un problème majeur de santé publique. C'est la raison pour laquelle je trouve que lors de l'intervention du chef de l'État que vous venez de mentionner, du 16 janvier, est un pas géant. Je fais le parallèle, toute proportion gardée, lorsque M. Armstrong a mis le pied sur la Lune. Autrement dit, c'était jusqu'à l'heure, c'est une maladie perçue comme une maladie honteuse, perçue comme une maladie de bonne femme, perçue comme une maladie où on n'ose pas d'en parler. Eh bien, je me réjouis que le chef de l'État considère l'infertilité aujourd'hui est une cause de priorité nationale et qu'il est mis maintenant dans les débats bibliques. Comme vous l'avez dit, 3,3 millions de personnes de nos concitoyens sont directement concernés par l'infertilité. Mais ces chiffres-là, il faudra le multiplier par 2, car il faudra inclure le ou la partenaire. Donc, autrement dit, 6 millions de personnes, plus de 6 millions, concernées par cette question. Et il y a autant de personnes infertiles dans le monde que de personnes diabétiques, soit 300 à 400 millions d'individus. En Europe, il y a plus de 40 millions de personnes. Donc, vous voyez, pour toutes ces raisons, je pense le fait que le chef de l'État mentionne cela dans son intervention, je trouve que c'est un pas géant. Je rajoute le premier plan national de fertilité, que j'ai eu l'immense honneur de le porter et de le réaliser avec Madame Salomé Berlioux. C'est parce que la loi qui a été promulguée le 2 août 2021, dans son article 4, stipulait la réalisation de ces premiers plans nationaux. C'est pourquoi... Pardon. Allez-y. Pardon. C'est la raison pour laquelle je pense aujourd'hui, il fallait commencer par un état des lieux pour pouvoir mieux bâtir une vraie stratégie nationale de prévention. Il faut mieux prévenir que de guérir.
Et j'aimerais qu'on revienne sur une confusion qu'il peut parfois y avoir sur ce problème de santé publique, pardon. C'est la confusion entre différents termes, notamment entre celui de natalité, celui d'infertilité et celui de stérilité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre les trois termes ? Alors, si vous voulez, la baisse de la natalité n'est pas corrélée avec l'augmentation de l'infertilité. L'infertilité, c'est l'une des causes pouvant expliquer la baisse de la natalité, mais en aucun cas on peut la considérer comme l'unique cause pouvant expliquer la baisse de la natalité. Un couple infertile ou une personne infertile, c'est une personne qui a besoin d'une aide médicale pour réaliser son projet parental. Une personne fertile, c'est une personne qui n'a pas besoin d'une aide médicale. Elle peut faire le petit, comme on dit dans notre jargon, à la maison, sans aucune aide médicale. D'accord ? Une personne stérile, ça veut dire que c'est une personne, chez une femme, qu'on a ôté les 2 ovaires, chez les hommes, qu'on a ôté les 2 testicules pour X raisons, et qu'on a oublié de mettre en banque quelques paillettes de sperme ou quelques ovules. En effet, ces 2 personnes-là deviennent stériles. Donc, vous voyez la nuance entre personnes stériles, personnes infertiles ou hypofertiles et personnes fertiles. Et est-ce que la façon de... Est-ce que je me permets de... La façon... Moi, je ne l'aurais pas dit. Moi, je n'aurais pas employé ces termes, mais bon, le président de la République, il est libre d'employer les termes qu'il souhaite. Je n'aurais pas employé cela, parce qu'effectivement, notre but, c'est éduquer et informer à l'échelle collective et à l'échelle individuelle, sans culpabiliser, sans moraliser et sans paraître comme pronataliste. Parce que ça relève de l'intime de chacun et libre à chaque personne de concevoir sa vie avec ou sans enfant. Vous avez 30% des femmes qui sont déclarées récemment ne souhaitent pas d'avoir d'enfants. En tout cas, en ce moment. Mais je pense qu'il est temps de cesser de noircir le tableau en la matière. Ces discours moralistes au motif qu'on est trop sur Terre, il n'a pas de fondement. C'est purement politique et c'est purement imaginaire. Et moi, je comprends les jeunes aujourd'hui qui disent on est trop sur Terre. La population mondiale dans sa globalité est vieillissante. La population française aujourd'hui est vieillissante. Vous avez une personne sur 4 qui a plus de 65 ans aujourd'hui en France. Donc, avec la prolongation de l'espérance de vie, la baisse de la natalité, on a du mal à s'apercevoir cette baisse drastique. En l'espace de 30 ans, la France perd de l'ordre 300 000 naissances par an. On a un indicateur qui ne se trompe pas, qu'on l'appelle l'indice conjoncturel de fécondité, étant défini par le nombre d'enfants par femme. Le seuil de remplacement, il est de 2,1. Pourquoi 1,1 ? C'est parce que sur 100 naissances des bébés de sexe féminin, vous avez 105 naissances de bébés de sexe masculin. Donc, autrement dit, si on regarde cet indice pour la France, entre 2010 et 2023, on est passé de 2,3 à 1,68. Pas plus tard, la semaine dernière, je prends un billet dans l'Asie du Sud, la Corée du Sud, elle a pris la décision pour repenser sa politique nataliste et parmi les mesures qui ont été prises, d'offrir 75 000 € à chaque naissance. Si vous abandonnez l'Asie du Sud, vous revenez en Europe, l'Italie, son indice de fécondité 1,2. L'actuel gouvernement, depuis janvier 2002, elle propose 250 € dès le 7e mois de grossesse jusqu'à l'âge de 21 ans de la personne. Donc, autrement dit, je crois notre concept en termes de politique familiale et de politique nataliste qu'on a mis en place de l'après-guerre jusqu'à maintenant mérite d'être totalement repensé.
repenser. Et est-ce qu'on peut du coup revenir sur ces différentes causes, parce que là vous nous avez donné énormément de chiffres, donc ce qui nous permet de plonger à fond dans le sujet, mais est-ce que dans votre rapport vous évoquez, et vous en parliez tout à l'heure, des enjeux sociétaux, des enjeux politiques qui peuvent conduire à cette baisse de la natalité. Quelles sont ces dimensions sociétales? Est-ce que c'est seulement lié à l'écologie comme tout à l'heure? De l'infertilité ou de cause de la baisse de la natalité? Alors c'est aussi pour ça que j'avais besoin de votre... C'est exactement pour ça que j'avais besoin de votre lanterne, puisque j'avais l'impression qu'il y a à la fois un recul de l'âge de la naissance qui peut conduire qui peut expliquer en tout cas l'infertilité, c'est ça? C'est ça. Alors, pour faire simple à vos auditeurs, on peut identifier 3 causes d'infertilité. Cause dite sociétale, cause environnementale et cause médicale. Je commencerai par la cause sociétale. Comme vous venez de l'indiquer, le recul d'âge. Il suffit de regarder l'âge moyen de premier accouchement en France l'année dernière. Dans les grandes villes, il était aux alentours de 31 ans et 2 mois. Si on le compare avec l'âge moyen il y a une trentaine d'années, on était à 24 ans. Donc ces reculs d'âge provoquent quelque part une forme d'infertilité qu'on aurait pu éviter. La vraie question aujourd'hui, est-ce la société française est capable d'offrir à une jeune femme la possibilité de concilier entre sa vie professionnelle et sa vie de famille? Forcé de constater, ma réponse est non, si on se compare avec le pays nordique. Donc autrement dit, on a applaudi que les femmes font de plus en plus des études longues, le temps qu'elles finissent son parcours universitaire, le temps qu'elles trouvent le job auquel elles s'aspirent légitimement, le temps qu'elles trouvent son prince ou sa princesse, il a 32, 33, 34 ans. Et même, d'ailleurs, même quand il a le moyen d'enfanter et réaliser son projet, elle s'est dit, mince, il manque 40% des places en crèche. Un bébé est fait pour vivre avec ses camarades, c'est pas pour vivre avec une nounou à la maison. Donc, autrement dit, le jour où la société française est capable d'offrir à une femme la possibilité de combiner entre les 2 vies, privée et professionnelle, vous verrez, les Français et les Françaises entendront parfaitement la paix. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, je crois, les Français ignorent que la fertilité chute avec l'âge. La fertilité maximum chez la femme est à l'âge de 25 ans et qui est de l'ordre de 25% de taux de succès par cycle. Vous vous rendez compte? Ça voudrait dire, après 25 ans, cette fertilité chute avec l'âge. Et dernière chose, il faut cesser de croire que la FIV est une baguette magique qui réglera toutes sortes d'infertilité et toute cause d'infertilité. Alors, est-ce que vous pouvez Savez-vous que plus de 40%, la fécondation in vitro, prenez l'exemple d'une femme qui a les trompes fermées, obturées, pour X raisons. Mais pour réaliser les bébés, il a 2 solutions, soit la microchirurgie tubaire, soit la fécondation in vitro qui consiste à mettre les ovules de madame avec le sperme de monsieur et on attend que ça se passe. C'est ce que l'appelle la fécondation in vitro, autrement dit, la rencontre et la fusion entre 2 gamètes, mâles et femelles, se produit en dehors du corps de la femme. D'accord? Et au bout de 2, 3, voire 5 jours ou 6 jours, on replace un embryon dans la cavité utérine, dans l'utérus, et si tout va bien, 9 mois après, il y a un bébé qui naît. C'est ça la fécondation in vitro. D'accord? Mais si je regarde sur ces schémas-là, depuis Louise Brown, c'est le premier bébé né par FIV dans le monde, le 25 juillet dernier, elle venait d'avoir 45 ans. Eh bien, il y a plus de 40% de couples qui quittent les circuits de la FIV après 1e échec et sans enfant. Donc, cessez de croire que la FIV, c'est une recette magique, parce que les gens, ils disent, c'est pas grave, j'ai un jour de mon projet, et si j'ai un souci, je passe en FIV. Mais la FIV ne marche pas pour tout le monde. Et ne marche pas à tout le coup. Avant de revenir sur les autres formes que vous mettez en avant dans votre rapport qui pourraient permettre de répondre à cette problématique de l'infertilité, j'aimerais qu'on revienne sur les causes environnementales de l'infertilité. Eh ben, ça,
Ça, c'est la deuxième cause de l'infertilité, la cause environnementale. Et bien, dans la cause environnementale, vous avez grosso modo 2 petits chapitres. Le premier, c'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. C'est quoi les perturbateurs endocriniens? Ce sont des substances chimiques ou environnementales qui se trouvent dans l'air, dans l'eau et dans le sol. Et dans notre vie quotidienne, nous sommes exposés à une centaine de molécules dites perturbateurs endocriniens qui vont parasiter notre système de régulation hormonale. D'accord? Quand vous allez acheter votre shampoing, votre parfum, votre rouge à lèvres, eh bien, dans tout cela, il y a des perturbateurs endocriniens. Quand vous allez acheter vos légumes, vos fruits, il y a des facteurs reprotoxiques, comme les fongicides, les pesticides et tous les produits qu'on met pour cultiver en agriculture, pour assurer et répondre à l'exigence de consommateurs. Donc hier, je vous aurais dit, prenez une pomme, lavez-la et croquez-la. Aujourd'hui, je vous dirais, avant la croquer, il faudra l'épulcher. Il faudra épulcher cette pomme. Donc autrement dit, si vous préférez, les perturbateurs endocriniens auxquels on rajoute notre hygiène de vie, le tabac, l'alcool, les substances psychoactives, la drogue, autrement dit, la surcharge pondérale, l'obésité, le sport intense, et tout ça, le mal de sommeil, tout ça, avec les perturbateurs endocriniens, ça fait un cocktail explosif. Vous me dites, j'habite à Lyon, dans tel endroit. Je vous dirais, regardez dans un périmètre de 5 à 10 km s'il n'y a pas de déchetterie, s'il n'y a pas d'usine pétrochimie, s'il n'y a pas d'usine de cosmétologie, s'il n'y a pas de l'agriculture intensive. Vous comprenez? Oui. Parce que vous êtes exposés, parce que l'inconvénient des perturbateurs endocriniens, on est tous vulnérables de la conception jusqu'à la mort. Effectivement, vous venez de... Nous, à Lyon, on coche toutes les cases de ce dont vous venez de parler. Voilà, je ne vous fais pas dire, si vous préférez. Et dans votre rapport, vous revenez beaucoup sur l'alimentation, avec la question de privilégier la nourriture bio, avoir un régime méditerranéen, en évitant de manger trop de viande. J'ai une question par rapport à l'actualité politique. Est-ce que ça peut vous étonner dès lors qu'on parle d'un plan de lutte contre l'infertilité, que d'un autre côté, on suspende un plan sur les produits le plan éco-phyto, donc sur les produits phytosanitaires oui, dans l'agriculture? Mais je crois que le consommateur, aujourd'hui, on est face à notre propre comportement. Est-ce qu'on est prêt à acheter une pomme avec quelques taches noires et qui est bio, ou est-ce qu'on veut une pomme qui est parfaite sur le plan esthétique, mais il n'a pas de goût et qui est bourrée de fongicides, de pesticides, de tout ce que vous voulez? Est-ce qu'on veut une nourriture simple ou est-ce qu'on veut une alimentation transformée où dedans on va rajouter toutes sortes de produits pour que ça corresponde au goût du consommateur? Je crois qu'il va falloir repenser la chaîne de producteur jusqu'à le consommateur. Nous sommes tous responsables. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle notre hygiène de vie, notre façon de consommer, notre manière de boire de l'alcool, tout ça, mais je pense que les Français, ils sont inscrits dans cette logique. Vous voyez, la consommation de l'alcool, il y a presque 30 ou 40 ans, on consomme 120 litres par personne par an. Aujourd'hui, on n'est même pas à 50 litres. Donc, les Français font des efforts et il faut les en féliciter et les encourager. Donc, c'est pour ça les causes environnementales, je crois, entre les causes environnementales, les causes qu'on appelle aussi épigénétiques et l'interaction entre les deux. Et aujourd'hui, on a un exemple pour vous dire, oui, la santé reproductive masculine et féminine sont altérées. Et on a des données extrêmement robustes grâce à l'équipe de professeur Skekabek de Danemark. Depuis 40-50 ans, il nous alerte. Si vous prenez le sperme du grand-père, qualitativement et quantitativement, de son fils et de son petit-fils, aujourd'hui le petit-fils, il en a moins de 56% par rapport à son grand-père. Vous comprenez? Oui. On est parti de 100 millions par millilitre à 45 millions par millilitre aujourd'hui. Et cette baisse ne cesse de s'amplifier. Sans oublier l'augmentation du cancer des testicules, sans oublier
l'altération de l'appareil reproducteur chez l'homme et chez la femme. Je crois qu'on n'a pas tiré toute la leçon des hormones de synthèse qu'on a utilisées depuis l'après-guerre jusqu'à la fin des années 60, ce qu'on appelle le Destilben, qu'on donnait aux femmes pour empêcher la survenue de fausses couches. Eh bien, voyez-vous, messieurs, aujourd'hui, la petite fille ou le petit garçon paye la note de sa grand-mère quand sa mère était dans son ventre. Voilà, aujourd'hui, on a des données extrêmement claires, accessibles et à la portée de tout le monde. Et enfin, les dernières causes, on a parlé de causes sociétales et causes environnementales, il y a bien entendu les causes médicales, qu'il ne faut pas oublier. Et ces causes médicales sont notamment liées à des problèmes comme l'endométriose pour les femmes Par exemple, comme l'endométriose. Dans l'endométriose, aujourd'hui, c'est 15% de femmes qui viennent en fécondation in vitro pour une indication de l'endométriose. C'est quoi l'endométriose? C'est une maladie où le sul de l'endomètre de l'utérus s'implante en dehors de l'utérus. C'est une maladie certes bénigne, mais ça bourrit la vie à une femme, à une jeune femme. Aujourd'hui, il faut promouvoir l'innovation et je pense, vous, à Lyon, vous avez une start-up d'innovation, je crois, qui commercialise un test salivaire et qui permet tout de suite de diagnostiquer cette maladie en 10 jours au lieu d'attendre en moyenne 7 ans pour mettre une étiquette à cette maladie. Donc, je pense qu'il faut promouvoir la recherche. Et d'ailleurs, la recherche et l'innovation, c'était l'un des 6 axes prioritaires que nous avons identifiés dans mon rapport. Et je me réjouis que le gouvernement actuel vient de mettre sur la table 30 millions d'euros et les appels à projets ont été publiés le 30 janvier. Vous voyez, il y a une quinzaine de jours. Pour continuer et pour rebondir sur une dernière question, j'aimerais simplement repartir sur ces innovations et la recherche et sur ces axes d'amélioration de lutte contre l'infertilité. Vous parlez dans votre rapport d'un institut national de la fertilité. En quoi ça consiste? Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement? Alors, je vous en remercie. La mise en place d'une structure nationale que j'appelle de mes voeux l'Institut national de fertilité, l'INF, si vous voulez, cette activité énorme, quand on dit un couple sur 4 en âge de procréer, eh bien, il y a, par exemple, moi j'ai de la chance d'être le patron du Conseil national des universités en charge de nommer des professeurs en médecine de la reproduction, en biologie de la reproduction, en gynécologie médicale. Et il y a de l'activité, mais ce qui manque pour cette activité, c'est ce que j'appelle de l'incarnation. Il faudra une structure nationale autour de la santé de la femme et la santé du couple qui incarne cette activité, qui pilote, qui garantit, qui priorise, qui fait de recommandations, qui inspecte. Eh bien, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Vous comprenez? Et autour de la natalité, parce qu'aujourd'hui, vous avez le ministère de la Santé, vous avez le ministère de l'Enfance et de la Famille, vous avez le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, le ministère de l'Environnement, et je m'arrête là. Tout le monde s'en occupe et personne ne s'en occupe. C'est ça la réalité, mon cher monsieur. Donc, c'est la raison pour laquelle, à l'instar de l'INCA, l'Institut national de cancer, eh bien, depuis que nous l'avons organisé, en 2007, il a fallu une décision politique et puis les gens de la discipline qui ont porté. Mais on est parti de quel postulat? On a pris un cancer donné, un âge donné et un sexe donné, et on a regardé en France le taux de survie, selon qu'on soit pris au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest en France, ben on était aperçu. Les Français n'étaient pas égaux dans la prise en charge. C'est ainsi l'INCA a vu le jour. Et donc, moi, j'appelle de mes voeux, oui, la mise en place d'une structure nationale qui pilote, qui garantit, qui incarne. Eh bien, vous comprenez? Exactement, et nous allons terminer sur cette invitation vers une approche holistique de la pensée de l'infertilité. Je vous remercie, Samir Hamama. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine et de biologie de la reproduction à la faculté de médecine de Montpellier et que vous aviez notamment coécrit pour le ministère de la Santé le rapport sur les causes d'infertilité. Maintenant, je laisse la place à l'ALCA pour l'émission Récits de vie, Récits de ville. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.